ça, c'est une autre propriété aussi importante, c'est donc la comparaison de l'énergie de dissociation. Je rappelle la définition. L'énergie de dissociation d'une liaison ou d'une molécule de type AB à l'état gazeux, c'est l'énergie qu'on doit fournir donc à cette molécule à l'état gazeux pour la dissocier, bien sûr, donc en atome à l'état gazeux. Comme vous voyez donc ici sur la diapo. Alors, quelle est la relation? Bien sûr, comme j'ai dit, plus la molécule est stable, plus on doit fournir plus d'énergie pour la dissocier. Donc, plus l'ordre de liaison est grand, plus la liaison est forte, plus la longueur de la liaison est petite, et plus l'énergie de dissociation de la molécule est grande. Donc, à travers ces deux exemples, donc on a pardon, le NL est égal à, donc de H2 plus est égal à 1,5. Le NL de H2 est égal à 1. Donc, si on vous demande de comparer l'énergie de dissociation, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que, donc si je compare l'énergie de dissociation, alors on peut facilement, donc à travers, qui est égal à 1 supérieur à NL de l'ion moléculaire H2 plus, donc l'énergie de dissociation de la molécule H2 est supérieure à l'énergie, d'ici, on peut noter donc ED, comme ça, ED supérieur à l'énergie de dissociation de la molécule H2+. D'accord? Donc ça, c'est très important. Puisque la molécule H2 est stable, plus, donc, la distance, elle est courte, ce qu'on avait montré ici, la distance, elle est petite, et bien sûr, l'interaction, elle est très forte entre les deux noyaux. Pour casser cette liaison, donc, on doit fournir une énergie qui est plus importante. Donc ça, c'est un autre paramètre qui est très important concernant la dissociation, concernant l'énergie de dissociation des molécules de type A2. Alors, propriété magnétique, c'est une propriété aussi qui est très importante, donc qu'on peut aussi déduire, qu'on peut tirer à partir de la théorie des orbitales moléculaires, tout simplement en regardant donc le spin. Si vous avez la somme des spins est différente de 0, si vous avez la somme des spins est différente de 0, bien sûr, votre molécule sera paramagnétique. Si vous avez la somme des spins est égale à 0, donc la molécule est diamagnétique. Alors, je rappelle un petit peu, donc pour faire ça, donc je vais essayer donc d'appliquer ça sur la molécule H2. Il y a deux façons de le faire. Donc, rapidement, à partir de la configuration électronique, vous pouvez, donc, à partir de la configuration électronique, la molécule, donc, de la molécule H2, de H2, on avait trouvé c'est 1s deux fois. D'accord? Donc, deux électrons sur une même orbitale moléculaire, donc, avec des spins antiparallèles. C'est le principe d'exclusion de Pauli. Donc ça, si on calcule leur spin, c'est plus 1,5, moins 1,5, c'est 0. Alors donc ici, pour cette molécule, on peut dire que c'est S est égal à la somme des petites SI, est égal à 1,5, moins 1,5, donc est égal à 0. Donc la molécule H2 est diamagnétique. Donc la molécule H2 est diamagnétique. D'accord? Donc si vous prenez par exemple à partir du diagramme aussi, donc vous pouvez donc revenir au diagramme énergétique de la molécule H. Donc sigma 1s, ici un électron, c'est 1s1, ici 1s1, donc 1s1, et ici, vous avez l'orbital atomique H, l'orbital moléculaire H2 et l'orbital atomique H. Donc ici, vous avez deux électrons, si on a déjà fait ça. Alors si on regarde les deux électrons ici, si je vous calcule le spin, la somme des spins, si vous avez tous les électrons sont appareillés, ça veut dire que donc la somme des spins est égale à 0. Et par conséquent, la molécule est diamagnétique. Donc, vous pouvez le voir sur le diagramme, comme vous pouvez le faire rapidement
à partir de la configuration électronique. On va faire des exemples par la suite quand on aura des molécules diatomiques avec plusieurs électrons. D'accord? Mais là, vous pouvez regarder, si tous les électrons sont appareillés, se trouvent 2 par 2, donc votre molécule est diamagnétique. Sinon, si vous trouvez des électrons sur le diagramme qui restent célibataires, ça veut dire que la somme des spins est différente de 0. Et par conséquent, la molécule sera donc paramagnétique. Donc, sous l'effet d'un champ magnétique, donc il peut y avoir donc une aimantation qui est non nulle, etc., qui est orientée selon la direction du champ magnétique extérieur. Donc ça, c'est un avantage de la théorie des orbitales moléculaires qu'on peut prévoir. Donc le comportement magnétique, le comportement de la molécule dans un champ magnétique, est-ce qu'elle peut être diamagnétique ou paramagnétique? Alors maintenant, on va passer donc, après avoir traité donc la première période, soi-disant l'ion moléculaire le plus simple, He, donc deux fois plus, et H2, on va passer maintenant aux molécules. Donc, après avoir donc traité par le calcul et donc les molécules, l'ion moléculaire le plus simple H2 plus et la molécule d'hydrogène H2, donc maintenant on va essayer de généraliser un petit peu et de voir quelles sont les orbitales moléculaires qui vont être formées. Donc si on passe à la deuxième période et la troisième période, généralement toujours donc c'est les éléments où ils font donc une liaison covalente, bien sûr en rajoutant quelques éléments du bloc P. On en parlera dans quelques exemples, quelques exercices, d'accord? Donc pour une molécule diatomique, je rappelle donc seuls les orbitales atomiques de valence participent à la formation des orbitales moléculaires, liaison. La liaison chimique est assurée par les électrons de valence. Donc, on va s'intéresser uniquement à la couche de valence. Alors, donc le recouvrement entre deux orbitales, ça c'est très important, c'est ce qu'on avait dit. Donc, 1s nous a donné deux orbitales moléculaires, sigma 1s et sigma 1s étoile. Maintenant, en général, deux orbitales atomiques, donc le recouvrement entre deux orbitales atomiques nous donne la formation de deux orbitales moléculaires. Toujours une qui est plus stable liante et l'autre moins stable anti-liante. Alors les conditions pour qu'un recouvrement soit possible, on a deux conditions, c'est très important. Donc les deux orbitales atomiques doivent avoir une symétrie ou donc des symétries compatibles. Alors je vais expliquer c'est quoi une symétrie compatible. Et ils doivent présenter des énergies voisines. Alors quand on parle de symétrie compatible, si je prends par exemple S, il est sphérique autour de l'axe qui traverse le noyau. D'accord? Et l'autre, par exemple, orbital atomique, il est sphérique donc autour de l'axe qui traverse les deux noyaux. Là, c'est une symétrie compatible. On peut avoir un recouvrement qui va nous donner donc une forme, ce qu'on avait vu, donc une forme, par exemple, liante, cylindrique avec les deux noyaux ici, etc. Donc c'est une forme notée sigma, donc une forme qui est cylindrique autour de l'axe qui traverse les deux noyaux. Maintenant, une symétrie non compatible. Si je prends une symétrie qui est perpendiculaire à l'axe, orbitale atomique qui est perpendiculaire à l'axe, par exemple, qui traverse les deux noyaux, qui traverse le noyau. Par exemple, ça, c'est le premier orbital atomique. Il est perpendiculaire. On peut prendre, par exemple, Px par rapport à Pz ou Py par rapport à Pz, etc. D'accord? Donc, avec une symétrie sphérique. Là, ce sont des symétries qui sont donc non compatibles. On a une symétrie qui est perpendiculaire à l'axe et on a une symétrie qui est axiale, qui est autour de l'axe. Donc, si on fait, par exemple, donc là, le recouvrement ne sera pas possible. Et on va voir qu'est-ce qu'on va obtenir par la suite. Donc, tout ce qui vient, qu'est-ce qu'ils vont nous donner, par exemple, dans le cas, par exemple, de ce deuxième, donc de cette combinaison, qu'est-ce qu'on peut obtenir, d'accord, par la suite. Énergie voisine, c'est très simple. Donc, bien sûr, les orbitales atomiques, comme vous l'avez vu en atomistique, chaque orbital a une énergie. Et bien sûr, donc, si on a une orbitale atomique ici, par exemple, je prends un S, je suppose donc ici, d'un atome ici, je prends par exemple une orbitale atomique ici, bon, un S, 2S, 3S, etc. Et une orbitale atomique par exemple ici, trop profonde.
là, l'écart énergétique, delta E, elle est très important. Donc, on ne peut pas avoir un recouvrement entre deux orbitales qui sont très éloignées énergétiquement. Donc, ça, ce sont deux conditions qu'on doit au moins se rappeler à chaque fois pour faire un diagramme énergétique d'une molécule qui contient donc deux orbitales atomiques différentes, etc., sur la couche de valence. Oui, ici c'est un choix arbitraire, c'est un choix donc pour suivre un petit peu, pour rester homogène avec tout ce qui est, pour les copier, tout ce qui est cours précédent. Donc on choisit toujours l'axe qui traverse les noyaux. L'axe qui traverse les noyaux, c'est l'axe Z. Et bien sûr, Px, Py, donc Pz. Et si on parle des orbitales atomiques, par exemple, Px et Py, ils vont être perpendiculaires à l'axe qui traverse, bien sûr, les noyaux. Donc ça, c'est une convention. Donc on choisit toujours l'axe, bien sûr. Z, c'est l'axe qui traverse les deux noyaux. Alors, un élément de la deuxième période, comme vous voyez, ou la troisième période, ça je rappelle, c'est A appartient à la troisième ou la deuxième période, elle se termine par, donc sa couche de valence, c'est, donc si A appartient à la deuxième période, donc la couche de valence c'est NS, NP, bien sûr, avec des électrons bien sûr qui se défèrent. Alors, donc, si A est un élément de la deuxième période ou la troisième période, donc leur couche de valence, donc la couche de valence se termine ou s'écrit sous forme NS, NP. Bien sûr, avec N, si vous avez un élément de la deuxième période, N égale à 2, et si vous avez un élément de la troisième période, N égale à 3. Bien sûr, le nombre d'électrons dépend de l'élément qu'on va étudier. On peut donc séparer donc, cette couche de valence sous forme de NS, NPX, NPY et NPZ. Je rappelle l'orbital atomique NP, ou P d'une façon générale, il contient 3 orbitales. Donc c'est une sous-couche qui est composée de 3 orbitales atomiques, PX, PY, PZ. D'accord, ça vous l'avez déjà vu en atomistique. Donc ici, comment on avait choisi donc X, je préfère donc travailler avec Z ici. Z, X, Y, d'accord? Donc ici, comme vous voyez, alors NS, NPZ, donc donne un recouvrement axial. NPX, NPZ donne un recouvrement axial. Un recouvrement axial, c'est la même chose que ce qu'on avait vu donc pour les AS. Donc un recouvrement axial, c'est un recouvrement qui est cylindrique par rapport à l'axe qui traverse les noyaux. Et ils seront notés par sigma étoile. Sigma destiné par exemple l'orbital moléculaire liante et sigma étoile, donc destiné en fait ou la notation d'une orbitale moléculaire anti-liante. Alors, NPX, NPY, ils sont perpendiculaires. Donc, ce sont deux orbitales qui sont perpendiculaires. Je rappelle donc S, il est comme ça, traverse des noyaux. Donc, si je prends par exemple les orbitales P, vous avez Z, on choisit ici donc l'axe Z, donc on va avoir orbital atomique, donc P, Z ici, donc sur l'axe qui va traverser les noyaux, ça c'est par exemple S. Par contre les autres qui sont perpendiculaires, donc par exemple ici X, PX et ici donc PY, avec un signe positif, un signe négatif. Donc ici, les orbitales atomiques qui sont sur l'axe vont faire un recouvrement axial, cylindrique. Je répète, donc ils vont donner naissance à des orbitales moléculaires qui seront notées sigma étoile. Bien sûr, on va voir S avec S, c'est sigma S, sigma 2S par exemple, sigma 2S étoile. Donc quand on va prendre PZ avec PZ, ça va donner sigma Z, d'accord? Et sigma Z étoile.